Fernand, dis pas ça, on est dans un bâtiment vétuste. Excuse-moi, mais je ne me souviens pas ton prénom. Oui, Christine. Oui, non. Oui, c'est difficile comme ça de dire, voilà, les jeunes d'aujourd'hui, ça dépend aussi. Il y a les milieux sociaux d'abord qui sont ultra déterminants pour moi. Nous, on est intervenante à Marseille, oui, donc on se rend on est intervenante en audiovisuel et on a un public, donc c'est zone ZEP, on est tout le temps en ZEP. Donc moi, je vois à peu près une centaine de lycéens par an, mais ça depuis à peu près 10-12 ans et plus. J'ai commencé il y a 25 ans les interventions en milieu scolaire. Et donc, moi, je trouve effectivement qu'ils sont pleins de ressources, mais ils ont une telle pression, en tout cas sur les couches les plus populaires, on va dire. Il y a une telle pression économique. Ça, ils savent, quoi. Ils savent qu'il va falloir qu'ils trouvent une solution. Donc, ils n'osent même plus penser ce qu'ils aimeraient faire. C'est comment on va gagner notre vie. Il n'est plus question de métier ou d'envie. Non, il n'y a plus. C'est la pression économique et c'est tout, quoi. Et pour moi, il y a vraiment un manque de lieux, mais physiques, qui s'inscrivent dans les territoires pour voir autre chose et d'autres perspectives. Voilà. Ils sont pour moi plus en manque d'autres repères, quoi, de gens justement qui s'inscrivent à l'économie sociale et solidaire. On les fait parler sur ce qu'il est. Des travails, parce qu'ils doivent tous réaliser un film, alors soit seul, soit collectivement. Il n'a jamais été question d'écologie, mais pas une seule fois. Et des films, on en a fait des dizaines avec eux. Les problématiques pour eux sont ailleurs, mais pour moi, c'est parce qu'il y a un manque, à un moment donné, de se dire, oui, je peux vivre autrement qu'en pensant qu'en étant expert comptable, je vais m'en sortir, quoi. Du shit, on repart dans la marginalité, on peut s'occuper de tout le monde, et puis voilà. Non mais là non, là au niveau, s'ils sont au lycée, ils sont pas dans cette marge-là. Moi je serais jeune, je vends du shit. Ah ben ça, ils sont très pragmatiques, ça c'est sûr. Ceux qui vendent du shit, mais nous on les a pas trop, ceux qui vendent du shit. Ils passent les pieds à 80 balles la journée. Bien sûr, mais ils sont très pragmatiques. Juste à faire le pied, quoi, sur un fauteuil. Mais après je suis pas sûre que ce soit le bonheur aussi de vendre du shit. Cartouche dans la gueule un jour ou l'autre, mais en attendant le pognon il rentre. Ouais, mais pas forcément le bonheur. Ou le bien-être. Le bonheur, on va le chercher où? J'en sais rien, mais bon, tant qu'à faire, essayons. On fait circuler la parole, s'il vous plaît, Sylvie. Oui, justement, pour rebondir sur l'éducation et puis les besoins, les peurs. Tu disais qu'ils étaient dans la survie, dans les peurs, mais par rapport à l'éducation. Pas forcément dans la survie. Hein. Enfin, ou dans les peurs, ils pensent qu'à gagner de l'argent, ils en oublient leurs propres désirs. Et c'est justement ça, à la base de l'éducation, c'est rassurer, rester connecté vraiment à ses propres envies, ses propres désirs. Et même la notion de travail, après, changera, parce que c'est plus du travail, ça reste du plaisir. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et ils sont connectés, vraiment, c'est rester en connexion avec nos émotions, qui nous guident dans nos désirs, et c'est ce qui est tout fait dans l'éducation. Et si on commence tout petit, moi j'ai travaillé avec les maternelles, les petits ils ont une sensibilité et ils savent, et après ils sont juste étouffés par le système, la manière d'éduquer, etc. Mais au départ, on voit bien que ça y est, il y a une sensibilité à l'environnement, au monde animal, aux autres, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et c'est cultiver ça, la transition, c'est vraiment, elle est là à cultiver au départ, et pas tomber dans les peurs après, ou rééduquer, aider pour pas tomber dans les peurs, et reconnecter avec soi-même et la force qu'ils peuvent avoir, qui est toujours là malgré tout. Elle est là, cette force. Il faut juste dépoussiérer et retrouver. Enfin, juste, c'est un moindre mot, hein, mais voilà. Moi j'aimerais bien qu'on parle pas. Ouais, c'est ça, qu'on parle pas de personnes en se projetant, en étant à leur place, quoi. On a tous des expériences personnelles. On peut déjà partir de ce que nous on vit, de ce que nous on a envie d'exprimer sur le sujet, et pas aller, parce que sinon, enfin, on peut tous projeter ce que les jeunes, les personnes âgées, etc. Voilà, toutes les catégories peuvent penser là-dessus. Donc j'aimerais bien qu'on revienne simplement sur le fait que donc on essaye de réfléchir dans un sens comme dans l'autre. On voit bien que cette transition au travail, est-ce qu'on doit penser d'abord ce que c'est que la transition ou la non-transition ou l'effondrement, tout ça, pour pouvoir penser le travail?
est-ce que ça s'appellera comme ça, ou voilà, mais en tout cas on peut projeter quelque chose dessus, ou l'inverse. Mais s'il vous plaît, revenez par rapport à vos expériences. Parce que sinon, on est dans du café du commerce, en fait. Geneviève, il y a quand même une notion là qui s'exprime, c'est la temporalité. Hein, que cette temporalité, celle qui est exprimée par Alexandre sur ça risque d'aller plus vite que ce qu'on imagine, ou la temporalité que vous avez exprimée dans le lien aux réseaux sociaux, hein, de l'instantanéité des réseaux sociaux. Depuis tout à l'heure, plusieurs interventions tournent autour de cette notion de temporalité. Jacques? Bon, je vous écoute depuis un moment, et je reviens toujours à ce constat qu'on a tendance à s'occuper beaucoup plus des effets que de la cause. J'ai bien aimé ton intervention sur le modèle. Le problème, c'est que nous vivons dans un modèle, à l'heure actuelle, qui est complètement verrouillé par une minorité, à l'heure actuelle. Et pour ne pas la nommer, bon, vous avez tout de suite compris que c'est la finance. C'est la finance qui mène le monde à l'heure actuelle. Alors on peut imaginer tous les modèles, tous les principes, mais si on ne s'attaque pas à cette véritable cause qui nous impose ce mode de vie, ces déviances et ces excès dans le négatif, on n'arrivera à rien. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, si on ne s'attaque pas véritablement à cette cause? Voilà, je pose la question. Le premier qui dit adhérer à la nef. Pour adhérer à la nef, il faut déjà avoir des sous. Je vous signale. Création de monnaie. Ça, oui, d'accord, il faut avoir des sous à la nef, mais finalement, ce sont ceux qui ont les sous qui orientent le système à l'heure actuelle. Donc, c'est à mon avis là où on... Parce que qu'est-ce que ça veut dire avoir des sous? Là, C'est ce qui s'exprimait quand même tout à l'heure. c'est ce qui s'est exprimé, c'est avoir des sous, ça peut être très... C'est pas... Voilà, c'est De juste... toute façon, on ne changera pas le monde avec des gens qui n'ont pas de sous. C'est pas possible. Peut-être que c'est. Ça ne marchera pas. Mais ce qui est important et que je voudrais dire, c'est une question de conscience. Qu'on en ait des sous ou qu'on n'en ait pas, ce qui est important, c'est de savoir quelle est l'utilisation qui est faite de nos sous. Et c'est vrai, si on a un système qui nous permet d'orienter nos sous, comme vous dites, dans les secteurs de notre choix, peut-être que là, on pourra peser sur une certaine transformation. Mais c'est vrai que ça ne va pas se faire d'une façon radicale, mais plus il y aura de personnes qui seront dans cette conscience, mais peut-être que là, les choses pourront éventuellement changer. Alors, bon, la nef, ce n'est pas le problème de la nef, hein, mais c'est malheureusement, il n'y en a qu'une en France comme la nef. C'est dommage, c'est dommage. Mais voilà, bon, je suis désolé, je suis peut-être un peu conditionné. Non, mais c'est la relation à l'argent Voilà, c'est à l'argent. qui s'exprimait tout à l'heure. Je crois qu'il y a Jocelyn et après Alexandre. Ou le contraire, vous démarrez tous les deux. Je veux prendre la parole, vas-y, je t'en prie. Moi, je veux revenir sur la transition écologique, comme tu disais en début de soirée aussi, Geneviève, du côté environnementaliste. Moi, je ne trouve pas ça si mauvais que ça de prendre ce côté de l'environnement pour essayer de faire changer les mentalités des gens. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, regardez les reportages que l'on nous diffuse sur les abattoirs, etc., et il arrive à nos oreilles que de plus en plus de personnes mangent de moins en moins de viande, par exemple, ou pas du tout. Ça veut dire que la cause animale nous influe sur nos comportements de tous les jours. Et prôner la biodiversité, faire comprendre aux gens, et c'est un peu mon cheval de bataille aussi, que des lampadaires allumés, ça tue la biodiversité, etc. Le jour où les gens ne se moqueront plus de telles phrases et ne me traiteront plus de défenseur des moustiques, je pense que là,
là, on aura avancé un petit peu sur les mentalités qu'on pourra peut-être ensemble envisager d'autre chose que des rapports pécuniaires, etc., etc. Et parce que sinon, si on continue comme ça, comme tu disais, on est tellement bridé, et tu veux qu'on rapporte des expériences personnelles. Je suis aussi conseiller municipal à Saint-Vallier, je suis aussi le seul du conseil municipal à m'insurger contre la pose partout de caméras de vidéosurveillance. C'est une mentalité globale où les gens, ils appuient sur la servitude volontaire et non volontaire et ils se mettent eux-mêmes. Si on n'a rien à se reprocher, on peut être surveillé et parqué toute la journée. Donc, et à mon avis, l'approche biodiversité, défense de notre environnement, etc., peut faire changer, à mon avis, les mentalités plus que le côté argent, évidemment, plus que le côté économique qui reste obscur pour beaucoup, et le patron, le sacro-saint patron, qui est toujours le bien vu, parce que c'est lui qui te donne, soi-disant, de l'argent, quoi. Oui, aussi. Ça, je peux rebondir. Simplement, imaginons que chacun peut orienter son argent vers le secteur qu'il veut voir émerger, près de chez lui ou n'importe où. Imaginons, okay, on peut faire un rêve, tout le monde se réapproprie cette énergie qui est l'argent et il peut l'orienter dans le secteur de son choix. À l'heure actuelle, où est-ce qu'on peut le faire? Voilà, c'est tout. Je pense Peut-être que que là, on peut peser si tu sur... poses la question à l'ensemble, dans cette salle, et que tu poses la question à l'ensemble, par exemple, des Grassois ou des jeunes Cannes, etc., tu n'auras pas du tout la même réponse. Tu serais très étonné. Peut-être des réponses de ce qui... voilà, donc on ne peut pas projeter notre imaginaire. C'est-à-dire que ça, on revient là-dessus, pour moi, ça nécessite aussi derrière un fond d'éducation et un fond de travail en collectif sur cet imaginaire. Parce que sinon, là où on veut orienter son argent et tu poses la question à tout le monde, tu changes peut-être pas du tout le monde. C'est peut-être là où on a du travail à faire. Il y avait Alexandre qui avait demandé la parole et je crois qu'après il y aura. C'était juste pour rebondir sur ce qui a été dit et pour parler juste rapidement de la question de la temporalité, puisque tu l'as posée. Juste par rapport à ça, le fait de dire c'est la finance, en fait on n'aurait pas le problème du changement climatique, acidification des océans, etc. On pourrait dire c'est le problème de la finance, mais le problème c'est qu'il y a cet autre problème. Donc même si, en fait on avait déjà des motifs d'en vouloir à la finance avant même qu'il y ait le problème du changement climatique. Pour autant, ça n'a pas forcément, la finance elle a fait son boulot, ça n'a pas été efficace finalement de dire ça. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en plus on a le problème du changement climatique, donc même la finance, est-ce que c'est l'unique ennemi? Et le problème c'est que peut-être que, c'est un discours à la Thanos, mais peut-être que les classes moyennes, en dehors même de la finance, vivent en fait au-dessus des moyens qui sont les moyens écologiquement possibles. Donc en fait le problème c'est pas le problème de la finance, c'est un problème beaucoup plus large que ça. C'est l'utilisation de la finance. Non, oui, non, bien sûr, on peut très bien utiliser la finance pour financer des projets qui polluent ou qui... Oui, mais même sans avoir ces projets dégueulasses, entre guillemets, même un niveau de vie correct, en fait, en tout cas dans le monde occidental, est au-dessus de ce qu'on peut se permettre. Donc le problème, il est plus profond que ça. Et donc ça demande justement à avoir d'autres réactions, peut-être poser d'autres choses. Ce qui veut pas dire que la finance n'est pas un problème, ce qui veut dire qu'il y a en plus un autre problème. Et sur la question de la temporalité, effectivement, je pense que c'est une question absolument centrale, parce que d'une certaine manière, on est dans une temporalité aujourd'hui paradoxale. Je vais juste donner très rapidement quelques éléments pour comprendre pourquoi. Il y avait une étude du MIT qui montrait que si toute récente, il y a un an, si on continuait la transition énergétique au rythme où on l'a produit aujourd'hui, enfin elle est actée aujourd'hui, on mettrait à plus de 360 ans à opérer la transition énergétique. Donc ça c'est un peu un souci. Il y a aussi un souci, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, de l'équivalent CO2 déterminent le climat aujourd'hui, en fait sont les émissions d'il y a 40 ans. Donc c'est-à-dire que ce qu'on produit aujourd'hui détermine le climat dans 40 ans. Donc une espèce de latence
de 40 ans. Donc si on agit aujourd'hui, on va en voir les effets dans 40 ans. Donc la politique à 40 ans, alors au niveau électoral déjà, ça ne va pas se faire, hein, c'est pas la politique à 40 ans. Et même au niveau, nous, de l'action, c'est de l'action à 40 ans. Donc là aussi, ça demande à... C'est pas de l'action forcément pour nous, mais pour des générations après. Et ça, évidemment, c'est compliqué à penser et à mettre en œuvre. Mais voilà, il y a plein d'indicateurs sur la temporalité. J'en prends juste un dernier pour montrer que ce sont des paradoxes que les ingénieurs, etc., dont les ingénieurs en tout cas ont partiellement conscience, et derrière les ingénieurs aussi des financeurs, etc. C'est par exemple sur le truc que j'aime bien, sur la fusion, il y a une entité européenne qui s'appelle Eurofusion qui pilote la fusion, les programmes de fusion nucléaire en Europe. L'idée qu'il y aura une énergie propre, infinie, formidable. Et dans leur dernier rapport, c'est assez rigolo, ils disaient il faut absolument qu'on ait des prototypes de réacteurs pour 2050 à peu près, et ça veut dire qu'on aura des réacteurs utilisables en 2090 grosso modo. Et ils ajoutaient mais il faut absolument qu'on ait les prototypes de réacteurs rapidement parce que peut-être qu'en 2050 il n'y aura plus d'industrie nucléaire. Donc c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils étaient dans ce paradoxe-là en disant en fait il faut le faire, mais on ne sait pas du tout si c'est faisable. Peut-être que ça n'a aucun sens. Donc voilà, et je pourrais multiplier les exemples. Et donc quand le GIEC dit qu'il nous reste 2 ans pour agir, bah, c'est pareil, si on accélère la transition pour aller plus vite, et ben on détruit les 2 ans parce que ça veut dire plus d'investissement, plus en carbone, etc., de nouvelles filières économiques. Et si on fait rien, ben on a quand même un problème. Donc je pense que la difficulté à penser, c'est qu'on ne peut plus peut-être, c'est une proposition que je fais, hein, être dans une démarche où on se dit on peut semer pour récolter ensuite. Et peut-être qu'en fait il faut être dans des actions où ce sont des actions qui ont leur fin en elles-mêmes et qui ont une fin immédiate. C'est-à-dire ce sont des actions, quelles que soient les actions qu'on déploie, on améliore la situation dans laquelle on est sans spéculer sur l'avenir, sans être dans cette espèce de dimension économique sur l'avenir, de pari en disant bon ben on va le faire. Même les gens qui sont pro-nucléaires aujourd'hui, même, on peut dire, bon, je ne vais pas donner des noms, mais même des gens en France qui sont pro-nucléaires assez connus et plutôt dans une écologie qui disent rationnelle, en fait, ils tablent sur le fait qu'on va miser sur les derniers réacteurs et ensuite on va compter sur les surgénérateurs pour y arriver. Mais ils ne sont pas du tout certains que ça va marcher. Donc eux-mêmes, ils font un pari qui nous engage. Donc eux-mêmes, ils n'ont aucune certitude par rapport à ça. Donc voilà, Avant de te donner la parole, Laura, juste sur le début de ce que tu as dit, moi j'ai entendu une parole de philosophe qui est comment on fait pour avoir conscience en fait, de ce dont on a vraiment besoin, compte tenu de ce dont on peut disposer, parce qu'en définitive, c'est bien ça le fond de la question, me semble. Aura. Oui, c'était pas forcément en lien avec tout ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose aussi que... Après, je suis désolée, on va y aller parce que les petits sont fatigués. Mais j'ai la sensation, par exemple avec l'élection notamment de Trump, mais aussi de Bolsonaro plus récemment au Brésil, qu'il y a déjà au niveau politique cette négation et qu'on voit aussi des pays qui, pour l'exemple des États-Unis, en apparence, se sortent plutôt bien. Donc c'est aussi des exemples. Donc, et il y a aussi une deuxième chose qui me, par rapport à ces 2 pays-là en particulier, et je pense qu'on est en train d'arriver sur des choses-là en France, c'est que les couches de la société, elles s'ignorent. Mais elles ne se connaissent pas et on n'échange pas entre... Enfin, je sais que j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, mais que, ayant été éduquée dans un quartier populaire, mais dans une famille plutôt classe moyenne, etc., on était plus mélangés il y a 25 ans, 30 ans. Et là, c'est vrai que je vois, par exemple, quand j'enseigne en école, etc., où les étudiants, ils sont vraiment d'un niveau de classe hyper... beaucoup plus favorisé. Mais ils n'arrivent pas ils voient pas comment ça se passe ailleurs. Et de la même manière, à l'ISEM ou à l'université, où c'est des quartiers plus populaires, avec des étudiants plus populaires, ils n'arrivent pas à envisager les autres classes sociales. Et ça, il y a vraiment une espèce de fracture. Et quand tu le vois au Brésil, Giovanni qui est là, il est brésilien, moi c'est un truc qui est très difficile, mais Jo il pourra en parler plus, mais il y a vraiment une ignorance mutuelle de classe sociale. Et je pense que ça, c'est comment
forcément, quand on a plus d'argent, la transition écologique ou les problèmes futurs et aussi le discours qui va derrière, c'est un étudiant qui m'a sorti ça la semaine dernière, qui m'a dit oui mais on va trouver des solutions techniques. Il y a quand même ça parce que l'innovation est aussi un mot valise qui technologique je parle et pas social, parce que bizarrement on ne te dit pas non on va changer les choses avec l'innovation sociale. Donc l'innovation c'est un mot qui est devenu, je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct mais qui est devenu dangereux. Parce que ce terme-là, on va résoudre les problèmes et toujours avec une vision de l'homme qui est au-dessus de la nature et qui donc va pouvoir se permettre de modifier les choses. Donc on s'éloigne du thème du travail, etc., etc. Mais à la fois cette espèce d'ignorance des classes, de se dire moi je suis tranquille jusque-là, les autres, bon, s'ils sont dans la merde, je ne sais pas, au Brésil ça c'est flagrant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui crèvent la dalle. Qu'est-ce qu'a dit Bolsonaro dans son discours, non pas d'investiture, mais après avoir fait une prière de 7 minutes et ensuite il a dit la valeur fondamentale de ce pays c'est la propriété, sachant que donc, le site Gio qui disait ce jour-là, on était devant la télé, devant l'ordinateur pardon, et qui a dit putain le mec qui dit ça, il y a des gens qui crèvent la dalle quoi, quand même au Brésil. Et la valeur fondamentale c'est la propriété. Donc ce qui rejoint, alors Jacques disait tout à l'heure la question de la finance, je pense que il voit ça parce que c'est son activité, son travail et que du coup c'est un truc sur lequel il focalise, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Pas que la question de la finance, c'est la question, et là je rejoins Alexandre, la question de la consommation. Et donc si on ignore les autres, il y en a certains qui disent moi je peux m'en tirer. Ceux qui ne peuvent pas s'en tirer, ils disent il faut que je m'en tire, donc du coup tous les moyens sont bons et tous les coups sont permis. Et aussi, plus on va avoir de distance, plus on va sur des sociétés à la Mad Max, quoi. Et on parlait c'est-à-dire des imaginaires, et tu avais fait justement remarquer du fait qu'on n'était plus sur des imaginaires futuristes positifs comme dans Retour vers le futur, avec plein de trucs technologiques qui font qu'on vit bien, de la domotique, etc. Et que de plus en plus, les imaginaires sont catastrophistes, etc. à la Mad Max. Ah, donc je sais, c'est un peu fouillis là, j'ai tout vomi sur le tapis. Et puis on doit s'en aller parce que sinon on va avoir des crises qui, non pas écologiques mais enfantines. C'est que tu dis, on vit une période où il y a une forte réaction, au sens réactionnaire. En même temps, il y a des aspirations qui répondent aux enjeux d'une forme de transition ou en écho à Alexandre qui essaie d'anticiper un effondrement, mais il y a une réaction de plus en plus forte, et est-ce que cette réaction, elle continue de porter le manque de mixité, la propriété, la consommation, en fait un monde comme d'habitude, et qui semble se renforcer. J'essaie de ramasser un petit peu ce que le clivage aussi social me semble super... la mixité, le besoin de mixité. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Parfait. Il faudrait quand même recentrer un tout petit peu pour essayer d'avancer vers une forme de conclusion quand même, parce que le temps passe vite. Et donc, il y a quand même cette réflexion sur deux axes, hein, une transition qui suppose qu'on a encore une chance, et comment on s'organise pour moins perdre de temps et que, voilà. Et en même temps, comment on s'organise si ça se casse la gueule vite? Et est-ce qu'on pourrait à ce moment-là encore parler de travail, quoi, si on essayait de Après, sur la notion de mixité, peut-être qu'on peut aussi le rajouter, à la mixité, il n'y a pas d'hétérogénéité, surtout même dans les organisations. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sanctuarisation des places de chacun et peu d'échanges, etc. Et on retrouve aussi ce clivage en grec. Les gens qui sont cadres sont souvent de classe plus élevée, ou certains qui passent au travers des mailles du filet qui ont été plus malins que la moyenne et qui ont réussi à déjouer les pièges sociétaux. Je sais pas, enfin, la mixité elle est à la fois au cœur de la vie publique et au cœur de la vie organisationnelle. Le manque de mixité. Moi j'aurais envie d'ajouter une chose, c'est question transition. Pour moi, ce qui ressort de ce débat, ou cette discussion, c'est comment, face à toutes ces urgences et clivages et tensions, comment rendre la transition plus intelligente et plus sociale, c'est-à-dire que pour que les gens soient plus
passe par cette transition plus ensemble, de façon plus intelligente et pour que la vie des uns et des autres soit meilleure, qu'elle ait plus de sens. Parce que on a l'impression que le travail a perdu son sens, quelque part, le plaisir, de faire quelque chose qui a du sens, tout simplement pour du bien-être, pour la planète, pour... je sais pas, j'ai l'impression que le travail est vachement détaché de cette préoccupation de la transition écologique. Même dans des endroits où on est normalement censé réfléchir à ce genre de sujet. C'était bien l'introduction de Geneviève. Hein. Il y a un impensé autour du travail quand on réfléchit transition écologique. Oui, juste peut-être pour les personnes qui n'auraient pas du tout pris la parole depuis tout à l'heure, et si elles ont envie de dire quelque chose. Oui, je vais juste rebondir sur la notion de sens. Pour moi, elle me paraît essentielle, la notion de sens, pour montrer un projet. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a parlé de la finance, le problème de la finance qui nous mènerait à la condition que vous connaissez aujourd'hui, à l'état qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je pense qu'on connaît cet état aussi parce que la finance a cette puissance médiatique de pouvoir nous montrer une histoire à laquelle on veut adhérer. L'Amérique est en plein, participer au progrès technologique. Donc ça, c'est une propagande qui nous est donc rabâchée tous les jours. Et c'est vrai que quand on veut proposer un modèle écologique, on n'a pas la force, la puissance qu'on a à travers le cinéma, à travers les vidéos, à travers la littérature, etc. Alors c'est vrai que redonner un sens, ensuite je reviens maintenant pour la question de sens. Moi, en tant qu'ingénieur, ça fait 25 ans que je suis ingénieur, et j'ai vu le métier évoluer. On avait beaucoup plus de créativité, on avait beaucoup plus d'espace de créativité quand j'ai commencé à travailler. Et petit à petit, on s'est excellisé, c'est-à-dire qu'on rentre dans des tables Excel où il faut remplir certains paramètres de performance, et le travail est de plus en plus fermé. Et finalement, on ne demande pas tellement à être créatif, on demande à être un morceau d'une machine complète en fait. Hein. Tout ce que les ordinateurs ne peuvent pas faire, il faut rentrer dedans et faire sa place.